Nous allons évoquer ce soir cet accord de siège signé entre la Confédération africaine de football et l'Égypte. On parlera aussi du mercato dans le contexte de coronavirus vers un départ de Cristiano Ronaldo de la Juve cet été. C'est une question. Et puis le Real, le dossier Aubameyang refait surface. J'évoque ces sujets ce soir avec Michel Takwa, notre consultant sportif. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Alors, premier sujet, je le disais, cet accord de siège signé entre la Confédération africaine de football et l'Égypte. Les autorités égyptiennes et celles de la CAF ont scellé lundi 8 juin l'accord de siège de la CAF. C'est ce qu'a annoncé l'instance dirigeante du football africain lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants égyptienne tenue au Caire. Le Parlement égyptien a validé cet accord. Installé au Caire, dans la capitale égyptienne, depuis plusieurs années, le siège de la CAF pourra encore y demeurer pour une dizaine d'années. Alors, bon, moi, j'avoue que pour moi qui ne suis pas trop fan du football, c'est une information. Le siège de la CAF est en Égypte, ouais. Et il faut renouveler le bail chaque fois, c'est ça? Oui, il faut renouveler le bail chaque fois. Il faut dire que cet accord de siège n'a pas été signé depuis que le siège de la Confédération africaine de football est au Caire en Égypte. Donc, c'est le moment voulu par la Confédération africaine de football et les autorités du pays d'accueil, c'est-à-dire de l'Égypte, de pouvoir le faire. Il faut surtout préciser que ce siège donne une certaine personnalité juridique et surtout internationale à la Confédération africaine de football. Et déjà, quand vous voyez les signataires du niveau de la CAF, le président de la Fédération africaine de football, Ahmad, et du côté de l'Égypte, il y a non seulement le ministre des Sports, mais aussi le Premier ministre, le docteur Moustapha, qui ont signé. Ça prouve à suffisance l'importance de ces signatures. Alors justement, quand on signe un accord de siège, est-ce que ça veut dire que pour pouvoir avoir son siège au niveau du Caire, la CAF paye à l'Égypte, c'est ça? Oui, effectivement, la CAF paye non seulement à l'Égypte, mais la CAF s'engage officiellement. On sait que le siège de la CAF est au Caire en Égypte, mais la CAF s'engage officiellement et dit à tous les fonds du football et surtout à toutes les fédérations que voilà, notre fédération se trouve en Égypte, ou bien notre siège se trouve en Égypte. Et je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de signifier le siège à tout le monde, c'est l'aspect surtout juridique international que la Confédération est en train de donner à son institution par la signature de cet accord de siège. Mais on peut aller plus loin. Vous savez que l'Égypte a une tradition avec la Confédération africaine de football. Même si l'actuel secrétaire général est un Marocain, il faut dire que celui qui était là avant et qui est malheureusement décédé à 37 ans était un Égyptien. Il est venu de la famille. Donc lui, il s'appelle Amir Fami. Son papa était également secrétaire général. Lui, c'est Moustapha. Et son grand-papa, Mourad, était également secrétaire général de la Confédération africaine de football. Entre-temps, les journalistes et tous ceux qui aiment le football africain se disent, est-ce que le secrétariat de la Confédération africaine de football est pour l'Égypte? On se posait cette question. Bon, heureusement et malheureusement, le président sortant avait eu des difficultés avec l'actuel président, Ahmad, qui l'a viré. Et après, il est décédé suite à une longue maladie. Aujourd'hui, c'est un Marocain qui est secrétaire général de la CAF. Et puis, on peut aller encore plus loin. L'Égypte fait partie des États qui ont signé, ou bien des États membres, c'est-à-dire membres fondateurs de la Confédération africaine de football. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait l'Éthiopie, il y a le Soudan, aujourd'hui qui n'est pas aussi représenté en matière de football africain comme l'Éthiopie d'ailleurs. Et puis il y a l'Égypte. Donc ça veut dire que l'Égypte a une tradition, une histoire sacrée avec la Confédération africaine de football. Alors on apprend que cet accord s'étend sur les 10 prochaines années et est automatiquement renouvelable. Oui, automatiquement renouvelable. Ça veut dire qu'après les 10 ans, on peut toujours renouveler. Et moi je pense que, comme je l'ai dit, l'attachement que l'Égypte porte à la Confédération africaine de football et vice-versa, cet attachement va pouvoir nous dire dans l'avenir que l'Égypte sera peut-être le siège éternel, on ne peut pas le confirmer, mais l'Égypte est en passe de devenir le siège éternel de la Confédération
africain de football, même s'il y a encore d'autres nations, les membres fondateurs, et puis d'autres pays qui ont un apport un peu plus important aujourd'hui dans le football africain, le Cameroun, le Maroc, le Ghana. Il y en a tellement de pays, mais je pense que qu'on voit cette tradition, qu'on voit cette histoire, ce lien historique entre l'Égypte et la Confédération africaine de football, l'Égypte est partie pour devenir le siège éternel de la Confédération africaine de football. Et quand vous voyez aussi le palmarès de l'Égypte aujourd'hui, c'est l'Égypte qui détient le record man des Coupes d'Afrique des Nations gagnées. Alors, mais comment comprendre que la CAF n'est pas, j'allais dire, puisqu'ici il y a un bail qu'il faut renouveler, donc l'Égypte tire des avantages à accueillir le siège, mais ça ne se comprend pas. C'est la Confédération africaine de football. Un pays devrait consentir à lui donner son sol comme siège, j'allais dire, gratuitement. Bon, au départ, on peut dire, peut-être sans détour, que l'Égypte a accepté cela. Mais quand on voit aujourd'hui l'évolution un peu plus fulgurante du football, l'Égypte peut se dire, écoutez, j'ai le siège de la Confédération africaine de football, je dois évidemment tirer des avantages. C'est vrai qu'il y aura des avantages tirés, puisque lors des grandes réunions de la Confédération, c'est l'Égypte qui accueille cela. Et donc, l'Égypte aura quelques avantages, mais ces avantages doivent être aujourd'hui signés sur le papier. Et donc, c'est sans doute ce que l'Égypte exige et qui pousse la Confédération africaine de football à pouvoir signer cela et à prévoir un renouvellement de cela. Oui, vous avez peut-être raison. Un pays peut donner son siège à la Confédération africaine de football, mais là, on doit aussi se poser une question. Est-ce qu'un pays s'est présenté pour pouvoir le faire? Ben, je ne suis pas sûr, parce que si c'était le cas, on aurait étudié éventuellement des propositions. Mais quand on voit les membres fondateurs, parmi ces membres aujourd'hui, on peut dire que c'est l'Afrique du Sud qui porte encore un peu plus haut les valeurs du football africain. Malheureusement, on ne voit pas l'Afrique du Sud trop dans ce rôle. Peut-être qu'elle a aussi d'autres choses à faire. On ne voit plus l'Égypte, l'Éthiopie, j'allais dire, on peut comprendre, parce que l'Éthiopie, ce n'est plus aussi le haut niveau du football africain, même si l'Éthiopie participe à des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, et puis le Soudan, qui est déchiré par plusieurs années de guerre entre le Sud et le Nord. Donc l'Égypte prend sur elle l'engagement là d'abriter le siège, et donc elle se dit, je dois aussi tirer des avantages de cela. Moi, j'allais demander pourquoi l'Égypte, pourquoi pas l'Afrique du Sud, pourquoi pas le Ghana, pourquoi pas notre pays, pourquoi l'Égypte? Oui, pourquoi l'Égypte? Parce que peut-être que parmi tous ces pays que vous avez cités, il y a encore d'autres en Afrique. Sans doute que l'Égypte s'est présentée et a sûrement discuté avec les autorités de la CAF. J'allais dire, est la première nation, ou bien la seule nation même, à vouloir abriter le siège de la Confédération. Et c'est ce que je disais. Si d'autres pays s'étaient aussi présentés, on allait avoir l'information sur cela. Maintenant, pourquoi encore l'Égypte? Parce que l'Égypte a eu déjà commencé cela. L'Égypte accueille depuis belle lurette le siège de la Confédération africaine de football. La CAF peut se dire, eu égard aux avancées au niveau de la CAF et à tout ce que l'Égypte apporte à ce football, on peut continuer avec l'Égypte. Je l'ai dit tout à l'heure, le siège là, au niveau de l'Égypte, peut être éternel, mais on ne sait jamais. Tout peut changer du moment où des nations ont, si on peut le dire, un développement crescendo du football africain aujourd'hui. Le Ghana, des nations sont là, le Maroc même, l'Algérie, pourquoi pas. Et donc, ça peut se faire autrement dans l'avenir, mais pour le moment, c'est l'Égypte. Et je pense, sans vérifier, je suis sûr que l'Égypte, c'est cette nation qui s'est présentée et qui a sans doute eu à offrir des avantages à la Confédération africaine de football, à la rassurer d'ailleurs et à lui offrir ses services. Alors, si on peut comprendre que l'Égypte, naturellement, en tire beaucoup d'avantages parce que la CAF, ça accueille beaucoup de réunions et donc c'est un gain pour l'Égypte. Pour la CAF, est-ce qu'il y a quelque chose à y gagner ? Quelque chose à y gagner. On sait que tout à l'heure, je parlais de personnalité juridique internationale. La CAF sait déjà que quand l'Égypte accueille le siège, j'ai cette garantie internationale du siège et que c'est l'Égypte qui l'accueille. Ça, c'est le premier avantage. La CAF sait que l'Égypte aujourd'hui n'est pas un pays aussi instable politiquement. Oui, c'est vrai que l'Égypte
avait vécu des moments aussi difficiles. Mais il faut voir aussi cet aspect. Être logé dans un pays où il n'y a pas l'instabilité politique. Je pense que l'Égypte, avec son président, offre de meilleures garanties aujourd'hui pour la Confédération africaine de football. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il faut choisir un pays qui est aussi accroché au football. Et je pense que quand je vois l'historique de l'Égypte aujourd'hui, quand je vois l'histoire sacrée de l'Égypte avec la Confédération africaine de football, les titres gagnés par l'Égypte, non seulement au niveau de l'équipe nationale, mais aussi au niveau des clubs. Quand vous voyez les compétitions, tant au niveau de la Ligue africaine des champions qu'au niveau de la Coupe des vainqueurs de Coupe, dénommée autrement aujourd'hui, l'Égypte est la première nation à gagner ces titres, mais aussi à avoir le nombre suffisant de titres. Quand vous le comparez à d'autres nations, le Maroc, qui est un adversaire sérieux, l'Algérie et autres, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte est devant. Donc la CAF peut se dire, écoutez, nous avons l'avantage que le siège soit dans un pays qui a le football dans ses veines, non seulement au niveau des clubs, mais aussi au niveau de l'équipe nationale. D'accord. Deuxième sujet, nous parlons maintenant du Mercato, bien qu'il dispose d'un contrat avec la Juventus allant jusqu'en 2022, Cristiano Ronaldo serait susceptible de quitter la vieille dame à cause du coronavirus. Arrivé à l'été 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait signé un contrat de 4 ans qui s'achevait en juin 2022. Eh bien, cependant, la pandémie du coronavirus et le fait que le championnat européen soit à l'arrêt pour éviter la propagation du Covid-19, eh bien, les finances de certains clubs sont au plus mal. Du coup, Michel Takwa, Cristiano Ronaldo, c'est un ogre financier. La Juventus n'aurait-elle plus les moyens de supporter le salaire de ce joueur? Avant de parler des moyens financiers, il faut dire que ce sont des rumeurs, puisque la Juventus veut gagner la Ligue européenne des champions. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le club piemontain à recruter Cristiano Aveiro Ronaldo. Oui, déjà, l'année écoulée, c'était un échec. Mais on a vu l'apport de Ronaldo déjà l'année passée en championnat, où il a joué 31 journées et a marqué 21 buts. En championnat, et puis en Ligue des Champions, il a marqué 6 buts en 9 sorties. Et cette année, avant coronavirus, Cristiano a disputé 22 matchs de championnat, la Série A italienne, et a marqué 21 buts, 7 matchs de Ligue des Champions, 2 buts. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'influence dans l'effectif aujourd'hui de Mauricio Sarri. Maintenant, comme je l'ai dit, la Goba attend la Ligue européenne des champions depuis des années, 23 ans précisément. Donc, on compte sur ce monsieur pour pouvoir gagner cela. Il faut le dire, Cristiano n'a pas encore accompli sa mission. Homme de mission qu'il est-ce qu'il va partir maintenant pour le Mago? Justement, parlant de Mago, c'est quelqu'un qui coûte cher. Il gagne 31 millions d'euros par an. Donc, presque 3 millions d'euros par mois. Vous savez que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et quand on voit aujourd'hui l'impact du coronavirus sur l'Italie, non seulement l'Italie, mais aussi le championnat, la Série A, on se dit si la Juventus de Turin est en mesure de payer encore à ce monsieur presque 3 millions d'euros par mois. Or, ces stars sont des gens aussi qui sont assoiffés de l'argent. Vous savez, il y a des concurrences entre eux. Messi en touche également. Le jeune Neymar, Mbappé et autres. Donc, on voit mal comment la Juventus de Turin peut payer encore ce monsieur. Mais à côté, quand on voit la Juventus en train de négocier le contrat de l'Albi Céleste, Mauricio Dybala, et d'autres joueurs, on se dit, écoutez, Dybala, puisque par le truchement de son agent, il a dit à la Juventus que je vais toucher maintenant 15 millions d'euros par an, et la Juventus dit c'est trop, donc je vous propose 12 millions. Ça veut dire que la Juventus a les moyens pour pouvoir payer Cristiano Ronaldo, puisque le Paris Saint-Germain avait voulu paraphraser, si je peux le dire, je dis paraphraser, conclure plutôt le transfert de Dybala. La Juventus a refusé. Ça veut dire que la Juventus a les moyens aujourd'hui pour pouvoir payer non seulement Dybala, mais aussi tellement de grands joueurs qui sont là-bas à Turin. Maintenant, Cristiano, s'il quitte la Juventus de Turin, il va atterrir où? Parce que le où là implique beaucoup de choses. Les enjeux sportifs, les enjeux financiers également.
on avait parlé de lui à Paris, au niveau du Paris Saint-Germain. Mais on sait que Covid-19, ce n'est pas seulement l'Italie. Covid-19 est passé partout. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a aussi des soucis. C'est pourquoi on a laissé Thiago Silva et quelques joueurs. Et donc, est-ce que le Paris Saint-Germain peut accueillir Cristiano Ronaldo? Surtout quand on le voit, il a déjà joué en première ligue anglaise. Il a également joué en Liga Espagnola. Et donc, l'objectif, en quittant la Série A italienne, c'est peut-être de jouer un autre championnat qu'il n'a pas encore joué. Il y a donc la France, il y a aussi l'Allemagne. Mais quand on voit l'Allemagne, il y a le Bayern de Munich. Est-ce que le Bayern aujourd'hui est prêt à accueillir Cristiano Ronaldo? Enfin, n'oublions pas l'option d'un retour au Real. Parce qu'on l'a déjà dit, on l'a déjà évoqué. Cristiano était parti parce qu'il avait quelques différends avec le président du Real. Il est parti à contre-cœur parce que le Real fait partie de sa vie. Maintenant, il peut revenir si les avantages, surtout financiers, sont en sa faveur. Mais on sait que le coronavirus a mis en difficulté financière tous les clubs européens, disons-le comme ça, y compris la Juve. Ouais. Alors, est-ce que le club a les moyens pour supporter encore ces gros salaires aujourd'hui? Il y a aujourd'hui 3 choses à faire. Soit la Juventus négocie avec Cristiano Ronaldo pour diminuer son salaire, comme on pense le faire aussi pour ses rivaux éternels, Messi et autres, dans différents championnats. Soit la Juventus diminue le salaire des autres joueurs, puisque Cristiano Ronaldo, c'est vrai que il ne fait pas seul l'équipe, mais c'est quand même la figure de proue de la Juventus de Turin. Donc on diminue le salaire des autres et on arrive à payer celui de Cristiano Ronaldo. Mais vous savez, c'est une équipe, ça peut frustrer les autres. Soit la Juventus se sépare de Cristiano Ronaldo. Et là, Cristiano Ronaldo doit savoir que quand je quitte la Juventus de Turin, là où je vais, est-ce que le club serait en mesure de payer au moins mes 31 millions d'euros par an? C'est ça la question. Donc je pense plutôt à un compromis entre la Juventus de Turin et Cristiano Ronaldo aujourd'hui, puisque je le dis, homme de défi qu'il est, il n'a pas encore achevé sa mission à la Juventus de Turin. Et la mission là, c'est de pouvoir remporter la Ligue européenne des champions et pourquoi pas passer par la Juventus de Turin pour gagner comme son rival Lionel Andrés Messi le 6e ballon d'or. Et donc c'est l'objectif de Cristiano. Maintenant, le club qu'il choisira, est-ce que le club sera à la hauteur? Le club va pouvoir mettre les avantages là à ses côtés pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Ça aussi, ça compte. En même temps, est-ce que Ronaldo lui-même, il peut consentir à une baisse de salaire? Oui, il peut le faire. Je pense que quand vous voyez la vie de Cristiano, c'est quelqu'un aussi qui aime aider. Aider les hommes, aider les gens qui sont démunis et aux antipodes de aider un club. Ça, on peut le comprendre. Mais quand tu vois tes enjeux, les enjeux sportifs qui sont devant toi, ton avenir, même s'il a 35 ans et qu'il a tout connu, on peut se dire, oui, Cristiano est celui-là qui aussi accepte le compromis. Maintenant, il appartient à la Goba, c'est-à-dire la Juventus de Turin, de pouvoir négocier avec lui parce que c'est la Juventus qui sent l'incapacité, là, j'allais dire entre guillemets, de pouvoir lui payer les 31 millions d'euros par an. Et donc, c'est à la Juventus plutôt de négocier avec lui. Dernier sujet, nous parlons du dossier Aubameyang qui refait surface au niveau du Real. Le Real Madrid semble toujours avoir des vues sur Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais. Cependant, Arsenal, par l'intermédiaire de Mikel Arteta, ne lâcherait pas l'affaire concernant la prolongation du contrat de Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang ne cesse de trouver le chemin des filets depuis qu'il évolue à Arsenal, à savoir depuis janvier 2018. Seulement, voilà, le club londonien n'est jamais parvenu à retrouver la Ligue des Champions, chose qui manquerait spécialement aux Gabonais. Alors, d'abord, quel est le club de cœur de Pierre-Emerick Aubameyang? C'est le Real Madrid, pour répondre tout simple. Alors, est-ce que il a des propositions sérieuses de la part du Real Madrid? Sérieuses, je peux dire tout de suite non. Non, parce que le nom de Aubameyang, on le dit, on l'envoie souvent au Real Madrid, sauf que les saisons passent. Aujourd'hui, à 27-28 ans, on se dit, voilà, Aubameyang, est-ce qu'il sera encore appelé au Real Madrid? On ne sait pas, puisque ce que vous venez de dire, ce sont des rumeurs.
On avait écouté aussi le nom du Gabonais au Barça, le club rival du Real Madrid. Mais vous savez, Aubameyang est quelqu'un qui est viscéralement accroché au Real. Dans ses entretiens, il dit qu'il a promis à sa grand-maman de porter un jour les couleurs du Real Madrid, et dit qu'il a promis à son papa, l'ancien international gabonais, Yaya Aubameyang, qu'il va porter les couleurs du Real Madrid. Et ce nom, on le voyait depuis qu'il était à Dortmund, où il plantait même but sur but. Tout à l'heure, vous avez dit à Arsenal, Aubameyang, c'est quelqu'un qui a un sens aigu de but, qu'il marque but sur but. Depuis Lille, Monaco, Saint-Étienne, les clubs français qu'il a connus, c'est quelqu'un qui ne cesse d'étonner. Il va très vite. Et sa force, c'est la vitesse. Il prend à contre-pied les adversaires, les défenses adverses, et il a fait ses preuves à Dortmund. Il a marqué but sur but. J'ai essayé d'avoir les statistiques, non seulement au niveau de Dortmund, mais aussi au niveau d'Arsenal. En 3 ans, il a marqué 98 buts, tout simplement en championnat. Ça veut dire que les buts au niveau des coupes européennes ne sont pas mis dans mes statistiques. 98 buts en 3 ans en championnat, ça veut dire que c'est un gamin très fou. Il va très vite. Et d'ailleurs, quand il allait quitter Dortmund, on le voyait même au Real Madrid. Parce qu'à un moment donné, il dit qu'il est fatigué de Dortmund. Il a envie de découvrir d'autres choses à part celle-là qu'il est en train de vivre quotidiennement à Signal Iduna Park, le stade de Dortmund. Et bizarrement, il a choisi Arsenal. On était étonnés. C'est là où, en tant que journaliste sportif, j'ai compris que le garçon avait envie de changer d'air. Et comme aucun club, on parlait à l'époque du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, finalement, il est venu à Arsenal, dans un club où il n'y a pas tellement d'engagement au niveau européen, surtout en Ligue européenne des champions, les compétitions que les meilleurs joueurs au niveau européen cherchent. Il est arrivé, ça fait 2 ans et demi, et figurez-vous, il a déjà marqué 49 buts. Et la saison écoulée, il était co-meilleur buteur du championnat avec 2 Africains également, Mohamed Salah et Sadio Mané. Donc c'est quelqu'un qui va très vite, qui est fou. Avant même que Covid-19 n'apparaisse, il a marqué 17 buts en 26 sorties en championnat. Aujourd'hui, on l'annonce au Real Madrid. On l'avait déjà annoncé au FC Barcelone. Après, le FC Barcelone a su engager un autre joueur. Est-ce que Zidane est prêt aujourd'hui à accueillir le joueur? Il dit qu'il admire beaucoup Zidane. Zidane l'avait dit aussi quand il était dans le championnat français, notamment à Saint-Étienne, qu'il l'admire également. Peut-être que cet amour réciproque entre les deux va faire qu'on verra peut-être Aubameyang à Madrid les prochaines fois. Ça va lui faire plaisir et surtout, ça va faire plaisir à sa grand-maman si elle vit toujours. Mais on sait que le Real, c'est aussi un grand club qui a de grands joueurs. Est-ce que Aubameyang a aujourd'hui des atouts à vendre au Real? Oui, le Real Madrid, c'est un grand club avec de grands joueurs, sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, au niveau de l'attaque du Real, on peut dire que Aubameyang est mieux que ses joueurs. C'est mon avis personnel. C'est vrai que Benzema a tellement fait pour le Real Madrid, mais quand vous avez un club qui est toujours tourné vers l'avant, où vous avez des joueurs derrière qui sont capables à chaque moment, Kroos et autres, Modric, de vous donner des passes précises et de marquer des buts, on peut dire quand vous avez 10 occasions en une rencontre et vous arrivez à planter 2 buts, vous n'êtes pas un attaquant racé. C'est ce que Benzema affiche depuis des années. Et moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi il est toujours là. Il peut être là parce que Zidane, il admire beaucoup Benzema. C'est aussi un Français comme lui. Beaucoup de joueurs sont passés par là. Alvaro Morata est passé par là. Même Luka Jovic, qui est arrivé, on le présentait comme celui-là qui va remplacer Benzema et qui est capable de marquer but sur but, sauf qu'il n'arrive pas à jouer. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, oui, selon moi, l'Africain, le Gabonais, a l'étoffe nécessaire pour jouer au Real Madrid. Mais s'il arrive, est-ce que Zidane va lui donner la chance de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer qu'il est un attaquant racé, l'un des meilleurs au monde? Je ne le sais pas. Mais quand je vois l'amour que Zidane porte toujours à Benzema, qu'on a annoncé à l'Inter de Milan, on l'avait annoncé à Lyon, on l'avait annoncé partout en Angleterre, il est toujours là.
je doute fort et je pense que Aubameyang doit faire également ce calcul. À moins que Zidane il décide finalement de jouer avec 2 attaquants devant, comme il a déjà fait avec Benzema et Cristiano. Sauf que Cristiano, il est capable de se déplacer des fois, d'aller à gauche, à droite. Est-ce que Aubameyang est capable de jouer aujourd'hui comme Zidane au Real? C'est la question. En même temps, est-ce que, j'allais dire, la clause libératoire au niveau d'Arsenal, il paraît qu'avec le Covid, la valeur marchande d'Aubameyang a chuté à 40 millions d'euros. C'est pas très intéressant dans le contexte actuel. C'est ce qui, ça peut avantager le Real. Vous savez, aujourd'hui, le Real pense prêter Luka Jovic et d'autres joueurs qui n'arrivent pas à jouer. Donc, 40 millions, vous savez, quand vous prenez un club aussi réputé comme le Real, financièrement, 40 millions, c'est rien. Oui, la cote financière a chuté pour Aubameyang. C'est dommage parce que j'ai donné les statistiques tout à l'heure. C'est un grand joueur. Et on voit également l'intérêt de Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, pour ce joueur. Il veut le conserver. Actuellement, il est le capitaine d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui débarque à Londres, un club identitaire, parce qu'il faut dire que Arsenal, sous Wenger, c'était un grand club. Arsenal a déjà participé aux Ligues des Champions, même joué la finale contre le FC Barcelone. Et donc, je pense que Arteta est aussi lié aux joueurs, mais les discussions vont se faire à condition que Zidane, je le répète, a de l'intérêt pour le joueur. Michel Takpa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous passons à la pause tout de suite et puis, juste après, on va partir pour Regard Croisé.